égard, le black metal est un style absolument unique de la grande famille du métal. C'est probablement le style pour lequel il est le plus difficile de trouver une définition qui fasse consensus. Prenez 10 groupes de black metal et demandez à chacun d'entre eux d'en donner une définition, d'essayer d'en extraire la moelle substantielle. Et bien sur ces 10 groupes, on risque fort de se retrouver avec un bon nombre de définitions assez différentes les unes des autres. Même avec des groupes qui sont proches, stylistiquement parlant, comme ceux par exemple qui ont une approche péremptoire du black metal et qui disent que ça doit être satanique et rien d'autre. Et bien même là, dès lors que l'on creuse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ramifications, que la plupart du temps ces dernières sont denses et étayées, et que pour les comprendre, ça demande du temps et de l'investissement. Ce qui me fait dire que le black metal est probablement un style au moins aussi intéressant à lire qu'à écouter. Du coup aujourd'hui, je vous présente Into the Abyss Black Metal, le 3e volume de la série des cultes de Dial Patterson, après Evolution of the Cult et The Cult Never Die. C'est sorti donc en français en avril 2018 aux éditions Camion Blanc, traduit par Emiliano Eik, qui en plus bien maîtrisé l'anglais, connaît aussi très bien le black metal, ce qui est toujours un atout quand on traduit ce genre de bouquin aussi précis. Alors Dial Patterson, je vous conseille d'aller checker, il y a une interview sur Hands Up qui est assez sympa, qui vous permettra voilà, de comprendre la genèse du projet et quel type de personnage est Dial Patterson. C'est un personnage connu et reconnu dans le milieu du black metal, ce qui lui a permis d'avoir des interviews de groupes de toute origine et de toute époque. Ce qu'il a voulu montrer, c'est que le black metal est un style, s'il y avait besoin d'être démontré, extrêmement riche et protéiforme. Du coup, aujourd'hui, pour vous présenter ce livre, je vais changer un petit peu d'approche et je ne vais pas vous donner 3 bonnes raisons de lire ce bouquin, mais je vais plutôt me pencher sur 3 interviews qui m'ont plus particulièrement marqué. Ça va être donc une approche un petit peu moins générale et un petit peu plus précise. Vous me direz ce que vous en pensez ensuite dans les commentaires. Donc une fois de plus, pas le temps de niaiser et on commence tout de suite avec le premier groupe, les Norvégiens de Vemod. Le premier groupe dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Vemod, un groupe norvégien qui a vu le jour peu après le début des années 2000, qui est originaire de la ville de Trondheim, donc anciennement appelée Nidaros au Moyen-Âge, et ils font partie de cette fameuse Nindrosia Scene avec le festival du même nom, Nindrosian Black Metal Festival. Je ne sais plus s'il existe encore, mais il s'était délocalisé à un moment en Belgique, mais voilà, ils font partie de ce cercle-là. Donc eux, ils pratiquent une musique qui est assez hypnotique, assez tranchante, mais pas dénuée de quelques îlots de chaleur et de lumière. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans leur interview, c'est la singularité de leurs propos et la précision qu'ils ont dans les définitions qu'ils emploient. Alors, au début de l'interview, ils commencent et ils disent à chaque fois, on nous pose cette question qui revient, voilà, redondante, est-ce que vous êtes oui ou non un groupe de black metal? Et selon eux, selon J.I. Astley, donc la personne interviewée, il dit non, on n'est pas un groupe de black metal parce que on met des intentions positives et de plus en plus d'intentions positives dans notre musique et c'est une célébration de la vie. Donc pour lui, ça ne correspond pas à sa définition du black metal, il ne se voit pas brandir l'étendard du black metal, bien qu'il comprenne que pour de nombreuses personnes, ça puisse en être parce qu'il y a beaucoup d'éléments typiques en fait, du black metal dans leur musique. Mais voilà, il y a quand même cette précision dans la définition des termes, et ils disent ensuite, ça serait quand même, parce que Patterson leur dit, oui mais bon, ces passages lumineux dont vous parlez, il y en a toujours eu dans le black metal, plus que dans le death metal par exemple, dans des groupes comme Emperor ou comme Ulver. Et il dit, oui, effectivement, mais on ne connaît pas les intentions des musiciens, voilà, quand ils ont composé ces passages-là, on peut peut-être même c'est inconscient, et puis on peut avoir des intentions très négative, très sombre, très morbide quand on compose de la musique et être reçu de manière beaucoup plus positive par les auditeurs et inversement. Et donc ils ont cette phrase intéressante, ils disent il serait stupide de dire que le black metal ne peut pas être constructif. Et donc c'est une question qui sous ses aspects un petit peu simples est plus intéressante que ce qu'elle n'y paraît à se poser et à étudier. Et c'est un propos vraiment singulier, en tout cas dans ce bouquin, donc avec cette phrase de Vemod qui amène à une certaine réflexion.
Il continue en disant voilà, que quand ils sont en concert, ils ressentent des sentiments extrêmement forts quand ils jouent en live, que ce sont presque trop les sentiments qu'ils ressentent, mais que pour autant, ils ne veulent pas appeler les concerts des rituels, parce qu'ils disent rituel, ça correspond à une définition très précise, et c'est pas parce que c'est un terme couramment usité dans le black metal qu'il faut l'employer à tort et à travers. Il y a plusieurs termes comme ça, qui sont des termes qu'il appelle un peu des termes pièges, comme rituel, spiritualité, religion, métaphysique, enfin tous ces termes un petit peu comme ça, usités couramment dans le black metal, mais où certains les sortent un petit peu de leur contexte, voilà, changent un petit peu la définition, et voilà, donc les musiciens de Vemod, eux, ils ont au contraire cette volonté de ramener du sens, et dans les mots qu'ils emploient et dans les concepts qu'ils emploient, pour qu'ils retrouvent en quelque sorte leur puissance. La spiritualité, par exemple, vous avez tout un chacun peut avoir sa définition de la spiritualité. Il dit on peut très bien être cartésien et avoir un lien spirituel, être médusé par le côté émotionnel que provoque la musique et être toujours stupéfait, émerveillé par cette émotion-là. Beaucoup de métalleux ont fait cette expérience lors de concerts où ils écoutent, où ils sont en communion avec le groupe qui est en train de jouer, ou lorsqu'ils écoutent la musique le soir au casque, où il y a très souvent, pour décrire ce qu'ils ressentent, voilà, un champ lexical et un vocabulaire du domaine de l'immatériel, un petit peu de l'introspection, de la transcendance, de la rêverie, de s'échapper, tout un champ lexical du domaine de l'immatériel. Et Vemod, ils disent, voilà, toute cette spiritualité, ça peut à un moment conduire vers quelque chose de religieux, ou pas, ou rester, voilà, dans une vision d'un cartésien, voilà, juste sur l'aspect émotionnel de la musique. Et ça a fait écho, vous avez certainement vu le film Voyage au cœur de la bête de Sam Dunn, à la toute fin, voilà, quand il est au Wacken et qu'il y a Master of Puppets qui passe, et il y a une intervenante qui dit, le métal, voilà, donc ça donne des émotions très fortes aux personnes qui les écoutent, pour certains c'est un sacrement, quasiment un sacrement, c'est une forme de transcendance qui ensuite les amène à une spiritualité qui peut les conduire vers Dieu. Et justement, voilà, on voit en 2 phrases, elle balance, voilà, 5 ou 6 concepts hyper denses, et même si on comprend l'idée générale, ce qu'elle veut dire à travers cette phrase-là, Vemod disent, voilà, chaque mot a une définition précise, a vraiment, voilà, un cadre bien précis, et en le remettant à chaque fois dans son contexte, il retrouve sa force, il retrouve sa puissance. En plus, moi j'ai découvert la musique de Vemod à travers cette interview, je trouve que leur musique en plus elle démonte tout, donc c'est vraiment une interview qui m'a vraiment beaucoup marqué, que là que je vous résume, quand eux ils l'expliquent, c'est beaucoup mieux expliqué, et c'est beaucoup plus profond que ce que je peux vous dire là, qui est juste un petit aperçu. Mais voilà, donc voilà, cette interview de Vemod est vraiment celle qui m'a le plus marqué dans ce Into the Abyss. Alors, la deuxième interview qui m'a plus particulièrement marqué dans Into the Abyss, c'est les Brésiliens de Mystifier. Donc Mystifier, un groupe originaire de Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil, qui voit le jour, probablement selon Patterson, le premier groupe de black metal, qui voit le jour à la fin des années 80, influencé par le thrash death des débuts de Sepultura, Sarcophago, Tornado, Possessed, Slayer, et une certaine passion pour l'orgamon et l'orgue tel que le pratiquait John Nord dans Deep Purple, ou les introductions de certains morceaux d'Ozzy Osbourne comme Mr. Crowley, le premier album de Mystifier, la première démo de Mystifier s'appelant justement Aleister Crowley. Donc dans cette interview, donc la personne interviewée, Armando Belzébuth da Silva Conceição, explique que voilà, à cette époque-là, c'était compliqué au Brésil d'avoir accès à la musique underground, d'avoir accès à des musiciens, trouver des musiciens suffisamment impliqués, motivés pour jouer une musique aussi radicale et aussi barrée, pas très populaire à l'époque, et voilà, faire vivre ça dans un pays
où voilà, au niveau environnement, c'était quand même beaucoup plus, même si leur région à eux était plus calme que d'autres régions au Brésil, c'était un contexte beaucoup plus dangereux, beaucoup plus violent que ce qu'on pouvait rencontrer aux États-Unis ou en Europe. Enfin, il y a de nombreux exemples, les communautés à l'époque skinhead, punks, et ce qu'eux ils appellent les headbangers, se foutaient joyeusement sur la gueule. Il y a eu plusieurs faits divers avec des morts, donc c'était un contexte quand même assez violent. Belzébuth, il a reçu des menaces de mort et il s'est baladé calibré à une certaine période de sa vie. Ça montre un petit peu le type de personnage que c'est, et il explique que voilà, il fallait vraiment avoir une envie chevillée au corps de jouer ce métal, et quand quelques années après, quand la deuxième vague de black metal scandinave est arrivée, et que certains fanzines ont décrédibilisé la musique de Mystifier juste parce qu'elle était jouée par des noirs, des phrases du type black metal is for white people, ben on comprend que les musiciens de Mystifier se soient élevés contre ça avec force et se soient révoltés un petit peu contre tout ça, même s'ils étaient voilà, un petit peu minoritaires à se révolter contre tout ça. Donc ça c'est une interview quand même suffisamment singulière pour être intéressante. Et il continue en parlant de leurs influences. Tout au long de l'interview, ils parlent de leurs influences. Alors ils disent au départ, donc première démon qui s'appelle Aleister Crowley, ils disent ensuite qu'ils avaient cette volonté de faire un groupe foncièrement anti-chrétien, foncièrement satanique. Donc ils parlent ensuite qu'ils sont influencés par les écrits d'Anton LaVey. Leur premier album s'appelle Wicca, donc référence païenne. Ils disent qu'une de leur volonté première, c'est que leurs fans s'intéressent au gnosticisme, qu'ils parlent à un moment des Macumba, qui sont des offrandes qui sont faites au Brésil aux dieux de la mer par exemple. Ils continuent en disant que l'Égypte est leur principale source d'inspiration et que quand ils avaient visité un musée en Égypte, ils étaient comme des oufs. Qui lisent, dévorent des bouquins en fait, voilà, sur le Moyen-Âge et les histoires morbides du Moyen-Âge dans les châteaux. Bref. Une espèce d'amalgame, d'agglomérat en fait, d'influences morbides et sombres qui semblent former l'ADN voilà, de Mystifier et qui n'ont pas toutes, excepté le côté sombre et obscur, mais qui n'ont pas toutes un lien hyper évident les unes avec les autres. Et on voit vraiment la différence entre voilà, un groupe comme Mystifier extrêmement frontal, un peu à l'image de l'interview de Belzébuth, qui est extrêmement frontal dans ses propos impulsifs, quitte à ce que des fois ils se contredisent un petit peu. Il y a d'autres interviews facilement trouvables sur le net où on voit qu'effectivement à certains moments il est tellement impulsif qu'il peut revenir après sur une autre interview à l'inverse de ce qu'il avait dit précédemment, mais ce côté voilà, frontal, ce côté impulsif, quasiment ouais, un petit peu guerrier, ben, c'est une facette du black metal assez différente de celle de Vemod par exemple, qui montre un groupe qui est plus réfléchi, mais c'est vraiment une interview que j'ai vraiment retenu, que j'ai vraiment apprécié, voilà, pour son caractère là encore singulier, frontal et atypique. Donc la troisième interview qui m'a plus particulièrement marqué dans ce Into the Abyss, ce sont les Français de Nocturnal Depression. Une interview en deux parties. La première partie donc avec Lord Lochred et la deuxième partie avec Earth Suicide. Donc la première partie, c'est une interview très posée, très explicative, très détaillée sur la rencontre entre Lord Lochred décidément Lord Lochred et Earth Suicide. Comment en fait ils ont défini un petit peu ce qu'ils voulaient faire, donc Nocturnal Depression, la façon d'enregistrer, la place de la dépression dans tout ça, comment après voilà, ils ont intégré des membres à tout ça. Enfin, c'est vraiment très bien, très détaillé, très bien expliqué. Il raconte évidemment sa rencontre avec Suicide, et il dit ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, il n'y a pas très longtemps je suis passé chez lui, comme il vit voilà, dans une maison un petit peu reculée. Il n'était pas chez lui, mais ça ne sentait pas la mort, donc du coup j'en ai conclu qu'il était toujours vivant. Ça pose déjà le type de personnage auquel on a affaire. L'interview se termine, Patterson commence le bouclage du bouquin, et voilà, Lord Lochred le rappelle en lui disant, enfin lui renvoie un mail en lui disant j'ai revu Suicide, il va bien, enfin bien, aussi bien qu'on puisse aller quand on joue une musique aussi torturée, mais voilà, il va plutôt bien, et il lui fait plus ou moins comprendre qu'il peut tenter sa chance pour une interview. Patterson le fait, et à sa surprise, Suicide répond.
Il y a plusieurs interviews au cours dans déjà ce bouquin, puis dans les autres cultes de groupes de DSBM. Et c'est vrai qu'il y en a certains, je trouve, qui sont assez provocateurs dans les termes qui s'emploient autour du suicide, de l'automutilation, de la dépression, de la mort, etc. etc. Certains encourageants carrément, enfin, de toute façon vous connaissez. À certains moments, à ces phrases extrêmement provocatrices, extrêmement morbides, il y a aussi des termes qui sont beaucoup plus lumineux. Certains ils racontent que ben voilà, ils ont une copine, que certains ont des enfants, une vie plutôt cool, Et à certains moments, je me demande si certains n'appuient pas un petit peu ce côté morbide pour genre un petit peu faire genre justement. Et voilà que finalement, ils jouent un petit peu à certains moments sur ça. L'interview de Suicide, elle est beaucoup moins spectaculaire dans le propos, il est beaucoup moins provocateur, mais tout le long de l'interview, il semble traîner voilà, quelque chose de lourd, une espèce de gravité, une espèce de lourdeur dans le propos, qui montre qu'il n'a certainement pas joué la musique qu'il a jouée pour rien, et que c'était viscéral, et ça, fondamentalement, ça l'habitait profondément, ses sentiments négatifs, et qu'il avait vraiment un besoin vital de les exprimer. À la toute fin, il exprime, voilà, il explique pourquoi en fait il s'est éloigné de la musique et pourquoi il a quitté le groupe. Et il a cette façon, voilà, si particulière d'expliquer les choses sans trop appuyer. C'est le genre de mec qui dit ce qu'il a à dire, mais sans trop en faire, pour vraiment faire passer le message. Et le message passe bien, il donne quelques coups de canif à un certain état d'esprit underground, à un certain état d'esprit black metal. Et à un autre moment, par exemple, il va parler qu'il a eu des expériences professionnelles où il a été, par exemple, engagé dans un hôpital psychiatrique, et qu'il allait voir il y avait des malades forcément qui étaient, selon lui, n'étaient pas véritablement des dépressifs, mais plutôt des gens qui n'allaient pas bien et qui à certains moments appuyaient sur le bouton qu'il fallait pour être hospitalisés et qu'on s'occupe d'eux, mais que ça n'avait sur lui rien à voir avec la véritable dépression. Et qu'il allait du coup un peu les voir, il disait mais la prochaine fois, il faut changer de méthode pour que tu trouves vraiment un moyen efficace de mettre fin à tes jours et pas voilà, juste comme ça. On comprend qu'après, l'équipe thérapeutique voilà, a pu lui dire « Non, fait si c'est ça, ta conception du soin, ben, on va se passer de toi. » Et il raconte ça, voilà, c'est quand même une drôle d'interview, un drôle de propos, mais il n'appuie pas, en fait, il n'y a pas de provocation, en fait, en tout cas de provocation superflue dans ces termes. Et ça, moi, il en est ressorti voilà, cette impression d'avoir affaire à quelqu'un voilà, de profondément sincère dans sa démarche et dans ses propos. Ce qui finalement est peut-être plus si courant que ça de nos jours. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment interpellé. Et c'est vraiment une interview que je retiens, cette interview de ces deux musiciens voilà, de Nocturnal Depression. J'ai choisi 3 interviews, j'aurais pu vous en parler de plein d'autres. Je vous mettrai en descriptif dans tous les artistes, tous les groupes en fait, concernés, interviewés dans ce Into the Abyss. Puis il y a une interview, voilà, une interview de Tudor qui est voilà, pareil, assez excellente. Une interview de Lloyds. Il y en a plein en fait dans l'interview de Tudor par exemple. Je ne savais pas que ce nom en fait était le nom d'une ancienne tribu du nord de l'Europe ou de la Russie qui avait la particularité de ne laisser que mort et désolation derrière eux, et les musiciens de Tudor voilà, ont choisi ce mot, voilà, le nom de cette tribu voilà, pour donner à leur groupe parce qu'ils trouvaient que ça collait bien à leur état d'esprit et à leur musique. Voilà des interviews comme ça, des anecdotes, il y en a plein. Je pense que si vous êtes un amateur de black metal, ce type de bouquin, voilà, ben, il vous est clairement destiné, vous allez vous régaler parce qu'il y a vraiment, ça montre toute la richesse et toute la complexité des groupes qui sont interviewés ici. Si vous ne connaissez pas trop, ça peut être une bonne porte d'entrée pour voilà, essayer d'appréhender ce côté si complexe voilà, de cette musique, quoi, si large et si complexe. Donc voilà, Black Metal Into the Abyss. On fera un point aussi d'autres Read Them All probablement sur The Cult Never Died et après sur Evolution of the Cult qui n'est pas encore traduit. Mais il y aura un point par bouquin parce que ces bouquins sont vraiment très intéressants. Donc vous l'aurez compris, Into the Abyss, un bouquin que je vous conseille chaudement. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont partagé la précédente vidéo consacrée à
hop, Enjoy the Violence de Sam Guilleran et Jérémy Grima. Voilà, donc c'est vraiment c'est encourageant les mots que vous m'avez envoyés et les partages. La prochaine vidéo, on va essayer de maintenir un petit peu ce rythme plus régulier entre les vidéos. La prochaine sera dans un style complètement différent de celui dont nous avons traité aujourd'hui, avec un personnage fort différent et complètement étranger à l'univers du black metal. Et en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.